de dire au contraire que le parti des médias m'exaspère parce qu'il ramène tout à des stratégies de communication, à des petites phrases et à des réactivités, à des stratégies de communication, soi-disant le derrière le rideau qui n'intéresse absolument pas les Français. Les Français, ils s'intéressent à des problèmes concrets et là, on avait quelqu'un. Mais je voudrais revenir sur ce qui était dit juste avant. Il y a un des problèmes dans la Macronie, dans le Nouveau Monde, c'est qu'il n'y a pas de porte-flingue. Il est tout seul. Il n'y a pas grand monde. Autrefois, quand il y avait le parti... Oui, ok, mais quand il y avait le Parti socialiste... On a dit toute la semaine dernière qu'Édouard Philippe était en première ligne sur la SNCF. Qui protégeait le chef. Là, le chef, il est tout seul. Il est donc très exposé quand même. C'est même plus que ça. Je suis d'accord avec cette analyse. Je crois que le problème, c'est que le principal parti, République En Marche, c'est un parti dont la base est le sommet. Puisque la base de République En Marche, c'est Macron. C'est-à-dire que vous mettez ensemble Darmanin et les anciens, Mme Bourguignon, par exemple, ou Castaner, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Macron. Donc, donc, ils ne protègent pas. Par définition, ils ne peuvent pas protéger le président. C'est le président qui les fait exister et qui les fédère. Ça, c'est un problème absolument central. C'est, selon moi, l'une des difficultés du fonctionnement du macronisme par rapport à ce que fait Merkel, par exemple. Merkel, c'est aussi une concentration du centre, mais elle prend le centre droit, elle prend le centre gauche, elle les met ensemble, elle les fait causer, et elle est l'expression de leur convergence. Alors qu'eux, ils sont l'expression d'Emmanuel Macron. Un mot, Jean-Christophe, et puis on va passer on va détailler le fond. Parce que ça veut dire que vous avez un donjon et vous n'avez pas de flanc-garde derrière. Ça veut dire qu'il est forcément constamment en première ligne. Je comprends très bien. C'est un problème, c'est un courage également, mais c'est une difficulté qui se manifestera à terme. On va prendre d'abord les réponses à notre question Twitter. Emmanuel Macron était l'invité du JT de Jean-Pierre Pernaut. Avez-vous été convaincu par ces déclarations? Eh bien, vous êtes 60% à dire que non, vous n'avez pas été convaincu, comme Gérald de Bonamain qui nous dit effectivement qu'il n'a pas été convaincu. Gérald Darmanin n'a pas été convaincu. Gérald de Bonamain. Ah bon? Je dis le nom complet parce qu'effectivement, les internautes qui donnent leur identité sont tellement rares pour qu'on cite leur nom. Alors, on va détailler un petit peu les propos du président. On va parler d'abord de la SNCF, peut-être. On va l'écouter et puis on en reparle tout de suite. Nous devons faire cette réforme. Elle est indispensable. On ira au bout. Donc le gouvernement fait bien son boulot jusqu'à présent. Dans le respect de chacun, dans la considération, et sans que nul n'oppose les Français entre eux. Mais il faut aller au bout parce que c'est ce que notre pays attend. Il faut aller au bout, nous dit donc Emmanuel Macron. C'est susceptible de changer le mouvement, de dire aux cheminots, maintenant... il va effectivement y avoir un impact. À un moment donné, c'est pas la même citation, mais il a quand même dit à un moment donné qu'il fallait aller au bout avec les syndicats. Donc il laisse quand même une porte ouverte parce qu'on sait qu'il y a le bloc réformiste, CFDT, UNSA. Qui pour le moment est solidaire Oui, qui est solidaire des grévistes, mais qui discute aussi avec le gouvernement et qui pourrait, si certains sujets sont traités, se détacher du front syndical gréviste. Donc porte entrouverte. Voilà. À mon avis, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il affirme à 100% que la SNCF restera avec des capitaux publics. Oui. Parce que c'est quand même un argument en permanence utilisé, notamment par la France Insoumise, en disant ça cache une privatisation rampante. Là, il a dit clairement, je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire la SNCF restera un service public, mais il faut le réformer, et après en déployant effectivement toute la méthode. Mais ça, il me semble, c'est crucial dans cette interview. Brice Couturier, est-ce que c'est susceptible effectivement de changer le cours des choses en la matière? Écoutez, il est clair que ce service public est totalement défaillant. Moi, je suis un utilisateur quotidien de la SNCF pour mon TER parce que j'habite pas à Paris et j'y viens tous les jours. C'est insupportable, oui, sur le TER centre. C'est une situation intolérable. C'est un service public qui ne remplit pas sa mission et en plus, en ce moment, il est particulièrement défaillant puisqu'il est en grève 2 jours par semaine et que le 3e jour, en réalité, on subit les désagréments des 2 jours précédents. Donc ça ne peut pas durer. L'exaspération du public qui prend comme moi, qui utilise comme moi ce service public, commence à grimper et il faut vraiment que l'État prenne ses responsabilités pour que ça s'arrête. Parce qu'on ne va pas désorganiser l'économie du pays et la vie de centaines et de milliers de gens et de millions de gens parce qu'une bande de syndicalistes rétrogrades refuse de comprendre que s'ils ne font pas ces réformes aujourd'hui, ils sont morts demain. Ils vont être ubérisés s'ils continuent comme ça.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que parmi les multiples sondages qu'il y a sur la question, le dernier en date, à ma connaissance, celui qui a été fait par l'Institut ELA pour BFM, dit que le soutien des Français à la grève s'effrite. Il a perdu 5 points en moins d'une semaine. Moi, je crois que c'est très intéressant le point sur la concurrence d'un côté et la propriété publique de la SNCF de l'autre. Je pense que là est le véritable enjeu d'un grand nombre de changements qui sont à effectuer, c'est-à-dire la dissociation du service public, que je crois le gouvernement, la majorité et surtout le président veulent maintenir, et le monopole. Je crois que ce qui est en jeu dans ce qui se passe en France actuellement, c'est la possibilité de dissocier ces choses-là, de dissocier le service public du refus de la concurrence. Parce que le refus de la concurrence, c'est une garantie d'une utilisation extrêmement non optimale des moyens de production. Et là, il y a quelque chose de très... C'est ça la synthèse, c'est ça le « en même temps » macronien. Alors, on ne va pas faire toute l'émission sur la SNCF parce que ça nous emmènerait loin. On va continuer à dérouler, si je puis dire, les déclarations d'Emmanuel Macron. Il y a celle sur les retraités. Alors, c'était effectivement sa cible, enfin, une de ses cibles aujourd'hui. On l'écoute et puis on en reparle aussi. Et oui, j'ai demandé à nos anciens un effort. Oui, je l'ai demandé parce que c'est ma responsabilité, je ne les ai pas pris en traite, je leur ai dit. Mais je le dis avec beaucoup de considération, je l'ai dit en les remerciant, et je l'ai dit parce que j'ai besoin pour que celles et ceux qui payent leur retraite puissent être mieux récompensés de leur travail et qu'on puisse un peu remettre tout le pays au travail par l'ensemble des réformes. Donc je leur dis merci, et je leur dis surtout une chose, j'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. Convaincant ou pas sur ce point, Jean-Christophe? Cette technique de dire merci, on vous demande un effort, merci beaucoup, oui, mais il faut continuer. C'était une séquence très pédagogique, non pas démagogique, vraiment pédagogique, que j'ai trouvé en mettant vraiment les choses à plat et en terminant, en rappelant aussi que le gouvernement prend des mesures, l'augmentation du minimum vieillesse début avril dont personne ne parle, et puis évidemment cette taxe d'habitation qui va bien finir à un moment donné par baisser. Donc moi j'ai trouvé très pédagogue en expliquant qu'effectivement il demandait un effort, il avait conscience qu'il n'avait pris personne en traite, ce qu'il rappelle, il avait annoncé dans son programme. Et donc ça, j'ai trouvé, c'est vraiment la différence avec ses prédécesseurs. Encore une fois, il a dit, je fais ce que j'ai dit. Il l'avait dit, on a voté pour lui, il le fait, il entend les critiques, mais il sait qu'il demande un effort, il ne le fait pas pour faire plaisir. Moi, j'ai trouvé très pédagogue dans cette séquence. Pas de condescendance dans le propos, non, c'est courageux parce qu'effectivement, il maintient sa décision, il remercie les retraités, les Français retraités qui lui ont apporté leur suffrage. Donc voilà, il y a quand même un enjeu politique majeur pour lui. Je ne pense pas qu'il va les convaincre. Mais ça suffit. Je ne pense pas qu'il va les convaincre. Donc il le fait, voilà, c'est à titre d'explication politique, mais il n'y aura pas d'efficacité, je pense, de ce genre de propos sur l'opinion des retraités, dont on voit à travers les sondages qu'elle l'a un peu quitté, enfin momentanément peut-être, mais il y a un gros désaveu de Macron. En tout cas, ça avait été quand même le sacrifice demandé sur la CSG, ça avait été clairement annoncé. Moi, pendant la campagne électorale, ce qui m'avait frappé, c'est que c'était la seule chose que les gens nous disaient deux choses. Il faut voter pour lui, il faut voter pour vous, les gens de la majorité, parce qu'on a voté pour lui et qu'il faut qu'il ait ses chances. Et deuxièmement, mais il y a quelque chose. Alors là, toutes les personnes âgées, ah non, qu'est-ce que c'est intolérable. Et on a eu une très forte opposition. Et on voit bien, quand vous dites, on voit bien que la droite, LR, etc., il y a eu une forte concentration de l'électorat du troisième âge. L'électorat jeune, très jeune, a été très attiré par Mélenchon et puis par la France insoumise. Et on voit bien que c'est l'électorat des classes, des générations intermédiaires qui a voté pour lui. C'est très intéressant. Et là, je crois, mais c'était clairement perçu. Et là, je crois qu'il a raison de rappeler qu'il y a quand même tout un ensemble de choses qui sont faites pour les. Moi, je trouve qu'on a fait un peu trop bas l'exonération de la CSG. Il aurait fallu faire remonter un peu. Mais on a quand même un tas de mesures, à commencer par la taxe d'habitation, à commencer par l'augmentation du minimum vieillesse, qui profitent aux personnes âgées. Mais les personnes âgées dont je suis vivent avec angoisse ce problème. Votre voisin, peut-être, il s'adresse aux retraités en disant votre voisin, lui, il a vu son minimum vieillesse augmenter. Qui va se soucier de l'augmentation de son voisin?
Je me rappelle le général de Gaulle disant « Alors, on dit des sous, des sous !» Faites bien le général de Gaulle. Mais surtout, quelle sera la conséquence? Encore une fois, Emmanuel Macron, il raisonne en se disant qu'il n'y a pas d'élection avant 2 ans. Et comme la taxe d'habitation, encore une fois, va baisser à la fin de l'année, au début de l'année suivante, par étapes, le résultat final, c'est que dans 1 an et demi, ces retraités auront vu leur situation s'améliorer au moment des élections. Je pensais aussi ça, le calcul qu'il a en permanence Macron, il avait un boulevard de 3 ans sans élection, donc sans ce coup près qui fait que les gens pas contents votent contre son adversaire. Et il joue cette carte à plein, il a raison de le faire. Je donne quelques réactions avant de vous redonner à tous la parole. One Shot qui nous dit on s'attendait à une annonce ou deux, déçu, on n'apprend rien de plus. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'annonce, on va en parler quand même. Serge Fatlet, j'ai arrêté au bout de 15 minutes tant il me saoulait. Moskemel, Macron, il est venu donner un coup de pied dans la fourmilière, celle des politiques, la fourmilière des cheminots. Merci de Macron d'avoir mis la locomotive France sur les rails et dans le bon sens. Et One Shot qui ajoute, même pas la demi-part pour les veuves, c'est vrai qu'il en a été question dans l'interview, il a été très pédagogue, sans aucun doute, brillant, il est resté simple, maintenant tout ça pour ça, on reste sur notre faim. Alors je reviens sur le côté pas d'annonce véritablement. Enfin, pas d'annonce. Enfin, pas d'annonce. Il fait une annonce toutes les 8 jours depuis 3 mois. On était un peu en état d'overdose. Donc là, enfin, on a quelqu'un qui explique toutes les annonces qu'il a faites depuis plusieurs semaines. Respirons, écoutons, discutons et approuvons. Il n'y a pas Sylvain Courage. Eu de vraies annonces, mais il y a eu des confirmations, notamment sur les moyens supplémentaires qu'il pense pouvoir accorder aux hôpitaux et au personnel soignant. Il a dit avant l'été, donc sans doute il y aura de nouvelles annonces avant l'été. Et puis il y a aussi, à propos des 80 km/h, l'idée selon laquelle, après 3 ans, on fera le bilan. Et, à 2 ans. 2 ans. Mais on va en parler tout de suite. Un mot sur pas d'annonce, tout le monde est d'accord. C'est bien de pouvoir faire une petite pause et de parler, discuter, comme dit Jean-Louis Bourlange. Écoutez, moi aussi, ce qui m'a frappé, c'est la compétence, quoi. C'est quelqu'un qui a tout dans la tête. Il a une mémoire phénoménale, chacun le sait. Et il n'a pas de notes. Par contre, son interlocuteur en a, lui. Il n'est que journaliste. Il n'est que journaliste, comme nous autres. Si je voulais juste faire une remarque sur les dépenses sociales, on ne sortira jamais juste un chiffre. La France, c'est 32% du PIB de dépenses sociales. La Suède, le Danemark, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, c'est 25%. Donc on a un vrai problème, parce qu'on ne vit pas mieux en France qu'ailleurs. Hein, on peut se raconter l'histoire avec nos 32% de prélèvement. Or là, il y a vraiment un problème à régler, et ce n'est pas en faisant un truc de bon taux, 20 milliards d'euros en moins sur les prélèvements sociaux qu'on va récupérer du côté de la CSG qu'on va s'en sortir. Non, c'est en baissant les dépenses sociales, c'est-à-dire en mettant les gens au travail, quoi. Pardon, moi j'aurais aimé quand même une annonce sur le salafisme, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment le sujet le plus faible. Ça va être pour le plénière. Oui, mais j'ai trouvé ça très faible sur le salafisme. Dire, ouh là là, le salafisme, je ne sais pas très bien ce que c'est, il n'y a pas de déficience juridique, on va peut-être fermer des mosquées. Ah oui, et sur le financement, un mot rapide, il a dit sur le financement de l'islam de France et l'attaque sur le halal, l'éventuel. Enfin, bon. Mais c'est vrai que ça a été rapide. C'est pour juste sur le niveau, non, je reviens un petit peu sur la forme, le niveau de langage. C'est vrai que vous disiez, c'était lui assez vite le maître, mais en même temps, je n'ai pas fait d'études du vocabulaire employé, mais c'était quand même assez de niveau accessible. Moins abstrait, moins de citations, pas de citations, moins de références. Il a vraiment... C'était plus, plus Macron le Sorbonnard. Là, il était à l'école élémentaire, et donc il s'est appuyé sur un seuil de connaissances de base. Commun. Il parle un peu vite. Il parle toujours un peu vite. Il est passé du collège à l'école primaire. Une petite... Collège des Bernardins, l'école primaire. Les carabistouilles, ça a été le carabistouilles, les diplômes en chocolat, ça va rester. Et les diplômes en chocolat. Alors, on écoute quand même ce passage sur la SNCF. Effectivement, le 80 km/h, on l'écoute et puis voilà, on va rediscuter de tout ça. C'est toujours technocratique, vous venez d'en haut, parce que les Françaises et les Français, ça les ennuie toujours qu'on régule la route. Ça va commencer au 1er juillet, on le fait pendant 2 ans. Si ça n'a pas d'efficacité, si ça ne marche pas, on ne continuera pas. Je veux aussi relativiser. Vous savez, le déplacement moyen quand on est à la campagne, c'est 40 km par jour. Ça doit vous prendre à peu près une demi-heure quand vous êtes sur une route à 90. Bon, vous allez prendre 2 minutes de plus avec la baisse à 80. 2 minutes, ça ne change pas la vie.
Il s'est trompé, Sylvain Courage, Oui. me le dit Voilà, dans l'oreille. matos sur le plateau. Là, non, mais comme il était à l'école et comme il a parlé de règles de 3, on a vérifié à l'Obs. Et on n'est pas les seuls, d'ailleurs, les décodeurs 40 du monde étaient sur km le quand coup. on passe de 90 à 80, Voilà, ça fait... c'est 3 minutes 20. Ça fait Non, 3 mais minutes. non, c'est peut-être 3 minutes 20, mais c'est 2 minutes en réalité, parce que personne ne roule jamais à 90. Non, mais les expérimentations sont Ça, faites. c'est la défense du gouvernement par la majorité. Non, mais non, pas du tout. Quand vous êtes sur 40 km, vous traversez des villages, vous êtes derrière des poids ça lourds. ralentit Là, les expérimentations réelles montrent que ce pas des gens qui sont en permanence à 90 et d'autres en permanence à 80. Et effectivement, c'est une ligne. Alors là, je trouve qu'il y a un argument qui n'a pas employé, mais qui m'agace toujours, parce que je suis un peu en conflit avec mes collègues de LR Vous êtes pour cette mesure? Oui, je suis pour. Et je suis pour, et il y a un truc qui m'énerve, c'est de dire que c'est l'orgueil de... on en veut à la France territoriale. La France, les territoires, ils ont plein de problèmes, notamment des problèmes d'emploi. Mais le transport... Qu'est-ce qui subit la galère des transports? C'est les Parisiens. Et là, le fait de passer de 90 à 80 à l'heure pour des gens qui, en général, ont la possibilité de venir déjeuner chez eux... Alors, comment vous expliquez que ça suscite autant... Pourquoi cette bronca? Parce que ça suscite... Je crois que ça a été Il maladroitement y a fait. 3 quarts des Français parce que les Français n'aiment pas, il l'a dit d'ailleurs très clairement, les Français n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils vont rouler à 80 à l'heure. Il y a un fond de résistance de citoyens contre les pouvoirs qui était très présent. Et là, je trouve que le gouvernement avait été très vite en besogne, n'avait pas fait suffisamment d'expérimentation bien établie, n'avait pas fait le travail préalable d'annonce. Et les types lui ont dit « Oh, ils nous emmerdent, on nous fait passer à 80 à l'heure », et c'est la phrase de Pompidou qu'il a d'ailleurs citée. Les Hauts-de-Seine ne sont pas l'Orne. Peut-être aussi. C'est ce qui peut expliquer que vous n'ayez pas forcément la vision de... Moi, vous savez, je suis très éclectique. J'ai fait beaucoup de politique en Seine-Maritime avant d'en faire en Hauts-de-Seine. J'ai une vision extrêmement équilibrée des territoires. Mais est-ce que c'est de nature à calmer effectivement la grogne, de dire, bon, finalement, on l'applique, mais pour 2 ans, et puis on fera un bilan? Oui, c'est une bonne tactique? Oui, parce que les gens vont espérer que ça sera... je veux dire qu'au moins dans mon département, qui est un peu plus lointain que les Hauts-de-Seine, les gens sont furieux, notamment les infirmières à domicile, qui vont perdre effectivement du temps, et elles sont, vous savez, elles sont extrêmement mal payées. Passer de 90 à 80, m'a expliqué une infirmière, c'est très embêtant, ça va lui faire perdre un ou deux malades dans sa journée. Donc oui, arrêtez d'emmerder les Français. Qu'est-ce que ça peut changer? Vous croyez vraiment qu'il y aura moins d'accidents à 80 qu'à 90? Je voudrais bien voir les chiffres. Alors, une étude, je nourris la réflexion, une étude, alors elle est sortie opportunément hier, une expérimentation qui a été faite pendant 3 ans dans l'Yonne, et le passage à 80 a fait qu'il y a eu une réduction importante du nombre de morts. J'ai plus le chiffre, mais enfin le chiffre était assez parlant. Jean-Christophe. Moi, je pense que sur cette séquence, il est quand même très fort, parce que ce qu'il annonce, c'est que, si dans 2 ans, il y a encore plus de morts que maintenant, eh bien, on revient en arrière. C'est-à-dire que vous imaginez que dans 2 ans, admettons qu'il y ait eu 1000 morts de plus, il va dire, puisqu'il y a 1000 morts de plus, on va repasser de 80 à 90 km/h. C'est invraisemblable comme argument. Et le deuxième, non mais c'est comme ça qu'il va l'imposer, et que dans 2 ans, on ne reviendra pas là-dessus. C'est ça que je veux dire. Et la deuxième chose, c'est de dire qu'effectivement, tout l'argent ne va pas servir à remplir les caisses de l'État, mais aux hôpitaux qui soignent et qui guérissent les victimes des routes. Qui peut être contre ça? Donc là, il a quand même une séquence qui est très bien jalonnée, il me semble. Alors, nous avons plusieurs réflexions ou questions sur ce thème. White Stone qui dit quel coût pour la mise en place de ces 80 km/h. Bon, je ne suis pas sûre qu'on puisse y répondre, mais il faut changer les panneaux. Il y a effectivement, on l'a dit. Et puis pourquoi annuler au bout de 2 ans, s'interroge-t-il. Et Nineja Leko, peu de personnes ont voté pour lui. Revient sur la question des retraités. Dire merci aux retraités, c'est une forme de moquerie. Sur ce 80 km/h, donc de nature quand même à faire baisser un peu la pression là-dessus. Il était préparé, il savait que c'était la question que Jean-Pierre Pernaut allait lui poser, donc il avait effectivement quelques réponses, en culpabilisant un peu le camp de ceux qui résistent à la réduction de la vitesse, en leur disant souvenez-vous qu'il y a des morts sur la route et que les recettes des PV vont aller pour ces gens, et puis effectivement en disant à tout le monde si ça ne marche pas, on reviendra, c'est pas une religion, c'est pas pour vous embêter. On va écouter un dernier extrait, il concerne alors vous allez l'écouter, mais c'est une phrase assez curieuse, on l'écoute. Je suis président de tous les Français. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Moi, je suis président de tous les Français. Mais être président de tous les Français, ça n'est pas montrer du doigt une catégorie et faire qu'ils aillent moins bien, ou les villes ou les métropoles parce qu'elles iraient mieux. Je suis président de tous les Français. Les riches n'ont pas besoin de président.
Oui, j'aime pas trop ça non plus. C'est la phrase de Lacordaire. Il me semble que quand on est le président, on est président de tous les Français. Si on est président de tous les Français, on est aussi le président des riches, des pauvres, des moyens riches et des moyens pauvres. Il ajoute aussitôt, je suis président de tous les Français. Mais ça risque d'induire une politique sociale qui consisterait à dire seuls ceux qui ont besoin d'une couverture sociale en bénéficieront et les autres qui se débrouillent. C'est une logique dangereuse. On voit très bien ce que ça peut donner dans certains pays. Effectivement, vous avez un matelas de protection sociale pour les classes inférieures et les autres, ils sont aux assurances privées. Et c'est une logique... Est-ce qu'il y a ça derrière, Jean-Louis Bourlanges? Écoutez, je crois que là, mais c'est une tendance très profonde parce que à quel moment a-t-on construit le contrat social sur lequel nous vivons? Pratiquement, c'est sous Chaban. C'est Chaban avec Delors. Et là, le système Chaban, qui avait été conçu par Simon Nora, Delors, etc., ça a consisté à dire on subventionne les gens avec plafonnement de ressources. Et c'est ça on subventionne que les gens à qui il manque de l'argent. Bon, et on a construit ce système qui était un système extrêmement équitable, mais qui relève exactement de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on s'occupe des pauvres. Ça a des effets pervers, actuellement, c'est-à-dire que ça génère à tous les niveaux de l'activité des effets de seuil qui fait que, passé un certain stade, vous êtes dans l'incapacité vous perdez de l'argent si vous travaillez. Donc il faut... on peut prendre... Non, mais je crois que... Alors, moi, personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas ennemi de toute forme. Je suis un peu d'accord avec Gaspard Koenig sur des formes de revenus universels, parce que je crois que la combinaison d'un prélèvement proportionnel sur les revenus et d'une subvention forfaitaire par tête à tous les Français, la combinaison des deux maintiendrait un système progressif qui favoriserait les pauvres en évitant tout effet de seuil, parce que l'ensemble du prélèvement serait lissé. Mais ça, je trouve que c'est une idée parmi d'autres, que le gouvernement, que le président de la République pourrait prendre à son compte. Vous croyez qu'il avait ça en tête? Il a dit à Gaspard Koenig, qui m'en a parlé, il a dit, il l'a vu, il a dit très intéressant tout cela, et 2 jours plus tard, il a dit qu'il n'était pas très pour le revenu universel. Un dernier mot sur ce point. On verra. Moi, je crois que vous surinterprétez beaucoup. À mon avis, c'est le seul moment où il a fait de la langue de bois. Non, il a fait de la langue de bois en pure chaîne, c'est-à-dire je suis le président de tous les Français, je l'ai entendu dans la bouche de Hollande, de Sarkozy, de Chirac, de Mitterrand. Les riches n'ont pas besoin de président. J'y viens. Et par ailleurs, pour accompagner cette phrase, pour se justifier de toutes les attaques qu'il a depuis un an sur d'être le président des riches, il lâche cette phrase en disant les riches n'ont pas besoin de moi, parce qu'il en a assez qu'on l'accuse de ça. Mais je crois qu'il n'y a pas... Non, je suis d'accord, mais je répondais à Brice qui disait c'est nouveau, etc. Je dis non, c'est pas nouveau. Non, ne lance pas le débat. Alors, notre deuxième thème, on va parler un petit peu des facultés. Le bilan provisoire du mouvement, pour le moment, ce sont des saccages dans les locaux, comme à Montpellier ou à Toulouse. 4 universités totalement bloquées, une douzaine perturbées. Mais à écouter les étudiants bloqueurs, c'est le grand soir, une mobilisation qui est encouragée par l'extrême gauche, la France insoumise, qui, on va l'entendre, appelle les grévistes à ne rien lâcher. C'était en tout cas les propos du député de la France insoumise, Alexis Corbière, qui était ce matin sur RTL. Comme si les étudiants étaient des imbéciles, des enfants, qu'il suffisait qu'ils voient un député insoumis pour d'un seul coup boire ses paroles et se soumettre à ce que nous disons. Non, c'est pas du tout ça. Et mes propos, là vous évoquez ce qui s'est dit à Rennes, sont des propos tout simples pour dire vous êtes des citoyens, notamment un député En Marche avait dit à un micro que les étudiants qui manifestaient étaient des bobos égoïstes. Moi je leur dis au contraire, je trouve ça très généreux que vous discutez de l'avenir, vous déciderez ce que vous voulez, mais moi je vous dis vous avez raison. En l'occurrence, moi je soutiens le mouvement, je pense qu'il faut continuer, mais de toute manière, mon rôle n'a jamais été de prendre la direction, enfin moi ou mes amis, ce serait absurde, ce serait presque une farce. Quant à Emmanuel Macron, lui, il trouve que la plaisanterie a assez duré et il invite les étudiants à passer leurs examens. Regardez. Une très bonne chose. Je constate quand même que dans beaucoup d'universités occupées, ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des agitateurs professionnels, les professionnels du désordre dont parlait Michel Audiard. Donc, les professionnels du désordre, ils doivent comprendre que nous sommes dans un état d'ordre. Et les étudiants, ils doivent comprendre une chose, c'est que s'ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser, parce qu'il n'y aura pas d'examen au chocolat dans la République. Pas d'examen au chocolat dans la République. Jean-Christophe Buisson. Chiche, Monsieur le Président, c'est-à-dire puisque l'ordre doit être établi, envoyer donc les CRS évacuer les facultés indûment occupées. C'est très bien de faire des phrases en disant l'ordre doit être établi, mais il faut le rétablir. Ça dépend des présidents d'université. Oui, mais en l'occurrence, par exemple, celui de Tolbiac l'a demandé et ça n'a pas été le préfet à refuser. Le préfet, que je sache, il dépend de l'État, donc éventuellement du président de la République. Est-ce que ce n'est pas juste une façon de ne pas jeter de l'huile sur le feu et de
d'éviter qu'il y ait oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas annoncer qu'effectivement, il faut rétablir l'ordre. Soit il le dit et il le fait, puisqu'il prétend faire ce qu'il a dit, soit il ne dit rien, il fait une phrase de circonvolution. Mais ce qui se passe dans les facs est très compliqué, parce que quand Alexis Corbière va à Rennes, ou lorsque les membres de la France Insoumise viennent dans les facs, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a un conflit en fait, qui s'est passé en septembre dernier au sein de l'UNEF, où la France Insoumise a failli prendre la direction de ce grand mouvement étudiant, finalement a résisté à ça. Benoît Hamon, justement, essaye de récupérer le mouvement de l'UNEF au profit de son propre parti. Donc il y a une guéguerre entre ces deux-là. Ajouter là-dessus une guéguerre avec l'Union des étudiants communistes, dont le communiqué cet après-midi est absolument intéressant, parce que le Guerrero, qui est le secrétaire général de l'Union des étudiants communistes, en disant « Oh là là, il faut arrêter les débats fumeux, lunaires ou hors sujet ». Or, à Tolbiac, c'est que ça en ce moment. Les AG qui à Tolbiac, c'est de savoir si on doit consommer de la drogue dure ou de la drogue douce, savoir s'il faut rémunérer, ou ce genre de choses, ou le chien Guevara qui vient faire des conférences de presse. Oui, donc c'est le chaos intégral, et l'extrême gauche, ou la gauche très à gauche traditionnelle, que ce soit les communistes, France Insoumise ou l'UNEF, sont très inquiets d'une dérive, parce que c'est en train de partir dans une espèce de mouvement Tolbiac debout, Nuit debout, Fac debout, zadiste, qui n'est absolument pas contrôlé par les partis ou les syndicats traditionnels. Donc, solution, évacuer les facs et puis on n'en parle plus, c'est ma courage. Évacuer les facs ou attendre que ce ridicule ne finisse par tuer le mouvement. Il y a aussi des vacances, il y a des examens. Enfin, avec les étudiants, on peut toujours jouer sur le calendrier. Donc je pense que le gouvernement se méfie quand même, parce que s'il y a le moindre incident, d'après vous. Oui, ils jouent le pourrissement parce qu'ils ont des rapports qui leur montrent que il y a quand même une masse d'étudiants, une majorité d'étudiants qui souhaitent continuer à travailler, et donc progressivement le temps joue en principe en la faveur du gouvernement. On comprend qu'ils parlent d'autre chose, qu'ils parlent de la drogue, de tout, parce que s'ils mettent en cause le système, alors, ça veut dire qu'ils sont pour le système antérieur, qui était quand même le comble de l'aberration. Donc moi, la réponse à votre question, je crois qu'elle doit être prudente. Ça dépend des sites, tout doit être évacué, mais pas forcément, là encore, en même temps. Il y a des situations, mais je crois qu'il y a des situations différentes chaque fois, mais en revanche, le mouvement me paraît en rupture totale avec ce que pense une grande majorité de Français. Là aussi, on atteint, dans la société française, on voit bien qu'on atteint des points de rupture. Il y a tout un discours, un discours qui a dominé, de contestation qui a dominé les 40 dernières années, et maintenant on est en train, et c'est très difficile de faire accoucher cette France nouvelle, on est en train d'atterrir dans le réel. Et la réelle, c'est pas la sélection, mais c'est certainement un mode à peu près rationnel d'affectation des étudiants. Il y avait une tribune ce matin dans le Figaro de Olivier Babot qui parlait parlant des étudiants, des pré-retraités de 20 ans. C'est une bonne expression, Brice Couturier ? Écoutez, il est assez clair que je suis d'accord avec Jean-Louis Bourlange là-dessus. On ne peut pas continuer comme c'était jusque par le passé, avec un tirage au sort pour rentrer dans des filières qui ne donnaient lieu à aucune forme de qualification professionnalisante. On ne peut pas continuer sur ce système-là. Donc effectivement, l'idée qu'il y ait une orientation minimale, qu'on explique à des étudiants que s'ils s'inscrivent en sport, ils ont beaucoup moins de chances, ou en sociologie, ou en anthropologie psychologique, ils ont très peu de chances de trouver un boulot et qu'ils voudraient plutôt mieux faire de l'informatique, ça me paraît relativement logique. Sauf si, comme la France Insoumise, on veut... Ce qui n'est même pas dans la réforme actuelle. Mais non, mais il faudrait aller au contraire un peu plus loin dans l'idée d'une sélection, parce qu'on a un système à deux vitesses, chacun le sait bien. En France, vous avez les grandes écoles qui sont hyper sélectives, vous avez Assas, la médecine, qui sont hyper sélectives, et puis en face, vous avez la sociologie et des amphicombles, avec des gens qui sont éliminés au bout d'un an ou deux, de toute façon, et qui sont éliminés par le système. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter. Et la réforme va dans le bon sens. Elle est à mon avis insuffisante, mais elle va dans le bon sens. La refuser, c'est se tirer une balle dans le pied. Ou encore une fois, je soupçonne vraiment la France Insoumise de vouloir fabriquer des diplômés au rabais qui vont se retrouver hors du marché du travail et qui vont être une masse formidable à manipuler pour les extrémistes dans ce pays, et pas seulement la France Insoumise. Christophe, je vous donne la parole. Oui. Je donne juste quelques réactions sur ce thème. Tout le monde fait référence à mai 68, mais la comparaison tient-elle, nous demande Jérémy Morinville, tandis que Jacques Alain se dit de quel droit une minorité embête la majorité. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Non, mais en l'espèce, il me semble que Brice Couturier prête à la France Insoumise des ambitions qu'ils n'ont même pas. Ils en ont rien à fiche des étudiants de la réforme du système universitaire. Mais voilà, ce qu'ils veulent, mais j'allais vous le dire, ce qu'ils veulent, c'est la convergence des luttes. D'ailleurs, hier à Tolbiac, vous aviez des représentants des cheminots, des postiers qui venaient en disant il faut qu'on se mette tous ensemble contre le gouvernement. Et pour abonder dans le sens de ce qu'y disait Jean-Louis Bourlange, ça ne prend pas cette affaire, parce que là, on parle de 10 facs.
On ne parle pas de 40 facs comme il y a quelques années, on parle de 10 facs et 0 lycée. Ils ont tenté de mobiliser les lycées, ils n'y sont pas arrivés. Pourquoi ? Voilà, exactement. Pourquoi ? Parce que les étudiants et les lycéens, effectivement, ont compris qu'il y avait une réforme, un enjeu qui était plus juste que le précédent et que cette agitation d'extrême gauche, finalement, n'avait aucun sens, sinon un sens très politicien. Alors pourquoi le gouvernement est-il prudent ? Parce que c'est le problème du traitement des jeunes. Ça fait quand même 25 gouvernements, si je puis dire, enfin au moins 5 gouvernements qui se cassent la figure depuis mai 68 dès qu'ils ont affaire. Alors je crois qu'il faut bien comprendre la particularité des jeunes. Je crois qu'il y en a 3. La première, c'est qu'ils sont plus intelligents que nous, que les gens de mon âge. Le système neuronal est beaucoup plus actif, ils ont des tas d'idées, etc. Ils se rappellent bien, moi j'oublie tous les noms propres, etc. Eux, pas du tout. Donc ils sont très intelligents. Deuxièmement, ils sont hyper angoissés. Et c'est normal, ils sont hyper angoissés parce que c'est quand même des mutations, ils sont ados, leur vie sexuelle change, leur vie professionnelle est incertaine, donc ils ont le nerf à fleur de peau. Et troisièmement, il y a une chose qui les différencie des vieux crabes comme moi, c'est qu'ils ne savent pas hiérarchiser. Nous hiérarchisons en disant voilà, il faut faire des concessions, etc. Non, ils sont forcément dans une relation. Alors c'est un milieu extrêmement délicat et on voit des gens très intelligents qui font des choses bizarres. J'ai un exemple historique absolument fameux, c'est les Normaliens. Au début de la Ve République, on ne peut pas imaginer public plus intelligent, plus cultivé que les Normaliens. Quelle idée qui leur prend, c'est de ne pas serrer la main du général de Gaulle comme étant un fasciste. Et tous ceux qui ont fait ça à 20 ans, après, pendant 40 ans ou 50 ans, se disent « mais pourquoi on a fait cette connerie, etc. » de considérer que le libérateur de la France, on ne méritait pas qu'on lui serre la main. Ils ont fait pire en étant maoïstes. Oui, non, mais alors, donc il faut traiter à la fois cette hyper-intelligence, cette hyper-angoisse et cette difficulté à hiérarchiser. C'est très difficile. La notion de « en même temps » n'est peut-être pas le fort de la jeunesse. Il faut s'y mettre. Eh bien, on passe à notre dernier sujet. Alors, on revient à François Hollande, puisque c'était l'autre événement politique de la semaine, avec son livre Les leçons du pouvoir. Il a donc donné une interview à l'Obs. Il a également été au JT de France 2 et il était l'invité de France Inter, de la matinale de France Inter ce matin. Écoutons-le et puis on en reparle. L'ancien monde, c'est la démocratie. L'ancien monde, ce sont des partis. Ce sont des partenaires sociaux, ce sont des corps intermédiaires. Le nouveau monde, il existe, c'est celui de l'univers numérique qui fait que toute information se mêle à toute rumeur. C'est celui de partis qui n'existent pas. En fait, il y a aujourd'hui en France des partis qui n'ont pas, qui ont peut-être des militants, qui ont peut-être des adhérents. Enfin, on ne sait pas comment les dirigeants sont choisis. Il n'y a pas de délibération collective. La République en marche. Mais pas seulement. Les groupes des Insoumis. Regardez, puisque vous parlez, vous connaissez le bureau politique, vous, des Insoumis ? Vous savez comment les dirigeants sont choisis ? Alors, on a choisi cet extrait parce qu'on a trouvé intéressant quand même. L'ancien monde, c'est la démocratie. En filigrane, le nouveau monde serait moins démocratique. Une réaction là-dessus, Jean-Louis Bourlanges. Écoutez, je crois que c'était pathétique, cette affaire-là. François Hollande est un homme intelligent, qui a des qualités, mais il a été notoirement incapable d'assumer la dimension présidentielle de sa fonction. Maintenant, il dit non, maintenant c'est l'ancien monde, je me cache derrière l'ancien monde et je défends des principes qui sont... Non, on est en face d'une mutation, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ce que nous vivons en France, en Europe, dans le monde, c'est une mutation considérable, d'ailleurs très inquiétante à bien des égards. Moi, je suis très, très inquiet par l'évolution. J'ai écouté Bernard-Henri Lévy ce matin, je crois qu'il avait raison. L'évolution de la Chine, enfin, Xi Jinping, c'est pas Monsieur Deng. L'évolution de la Russie, Monsieur Poutine, ça n'est pas Monsieur Gorbatchev. L'évolution de l'Amérique, Trump, ça n'est pas Kennedy. On a ça partout. On est donc dans une espèce de brutalisation. Le Orban d'aujourd'hui n'est pas le Orban que j'ai connu dans les années 90, qui était porté par la vague de libération. Les dirigeants polonais aujourd'hui ne ressemblent pas à Adam Michnik, Walesa. Donc on est dans un monde très dur. Il a raison de ce point de vue-là, Hollande, de dire que c'est pas tout bon, le nouveau monde dans lequel on est. Mais en tout cas, ça demande qu'on regarde ce monde avec des yeux entièrement neufs et un caractère présidentiel que je crois a Emmanuel Macron et qu'hélas n'avait pas François Hollande, qui était effectivement trop normal pour être président.
Brice Couturier. Oui, écoutez, le nouveau monde a du mal à accoucher, mais effectivement, l'histoire va vite pendant ce temps-là à côté de chez nous. Macron a démontré, enfin a compris et a démontré que les anciens partis de gouvernement étaient des coquilles vides. Il n'a pas fait l'erreur de Valls de se présenter à la primaire de gauche, qu'il a compris que le PS était mort. Les Républicains, c'est pas tout à fait mort encore, mais ça n'en est pas très loin. Et effectivement, ce qu'on voit à l'étranger, et regardez ce qui vient de se passer aux élections italiennes, avec l'émergence du mouvement 5 étoiles et de l'extrême droite. Ce qui est en train de se passer, pas seulement dans les pays de démocrature, mais dans nos démocraties voisines européennes, proches, c'est qu'effectivement, quelque chose de grave est en train de se produire. Je suis d'accord avec Bourlange là encore là-dessus. Et Hollande, lui, est l'incarnation de cet ancien monde, des notions de synthèse du Parti socialiste. Mais ça, c'est vraiment très très loin derrière nous. Il faut vraiment en sortir. La question, c'est s'il y a d'autres coquilles vides qui vont apparaître comme ça. Je pense à ce que j'appelle le Parti des médias en particulier, qui a tellement fait la pluie et le beau temps dans notre République. Et Hollande était la victime idéale de ce Parti des médias, puisque c'est ce qui lui a coûté sa présidence, enfin sa réélection. Je pense aux syndicats. Il y a un certain nombre d'institutions comme ça dont on a l'impression encore aujourd'hui qu'elles sont puissantes et qui, à mon avis, sont minées de l'intérieur et qui vont s'écrouler très vite. Je donne quelques réactions avant de vous donner la parole. Thomas Liancourt nous dit « La démocratie ne l'a pas dérangé quand son Premier ministre utilise le 49.3 à outrance ». C'est vrai qu'il revient sur cet épisode. Jérémy Morinville, j'ai l'impression que François Hollande ne digère pas l'élection de Macron, qu'il doit considérer comme une sorte de trahison. Il ne cesse de lui faire des leçons et des piques alors qu'il n'a guère fait mieux, voire pire. Et Guillaume de Nantes, trop corésien, Monsieur Hollande peut-être à l'écart de l'évolution du monde. Oui, mais François Hollande ce matin suintait l'aigreur, le ressentiment, la jalousie, c'était flagrant. Et pour rejoindre ce que disait Brice Couturier, c'est quand même frappant. Les deux partis qu'il accuse de ne pas être des vrais partis démocratiques, c'est ces deux partis qui sont La République En Marche et la France Insoumise, qui sont nés à cause de son propre échec. Parce qu'à droite, même s'ils ne sont pas dans un état florissant, les Républicains, c'est resté un parti comme avant, et le Front National, même s'il y a la scission de Philippot, c'est quand même un parti qui tient encore la route. C'est à gauche que tout a explosé, c'est-à-dire que c'est de sa faute à lui si la gauche a explosé avec l'émergence d'un mouvement qui s'appelle La République En Marche et de la France Insoumise. Donc c'est quand même le comble de regretter un ancien monde qu'il a contribué lui-même à faire s'écrouler. Sylvain Courage, vous écriviez l'ancien monde c'est le mien, il a de l'avenir. Enfin, vous rappeliez les. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit qu'il n'a pas digéré du tout le fait d'être dépassé par un de ses protégés. Toutes les leçons de son livre s'adressent à Macron, et c'est ce qui mine le livre de l'intérieur un peu, parce que en même temps, il nous explique qu'il a été sur la scène internationale, qu'il a vu tous les changements et tous les dangers qu'on indiquait il y a un instant. Et il ne s'élève pas à la hauteur de ce sujet-là, puisqu'il retombe dans des politiciennes françaises en disant « si j'avais pu, au moment où Fillon a été coincé, j'aurais peut-être pu être élu ». Enfin, il refait le match. Et donc, il parle même de sacrifice. De regarder ça dans le rétroviseur, et il perd un peu de sa bonhomie et de sa popularité au passage, peut-être. Il y a quelque chose de terrible. Il y a eu deux choses. Il y a d'abord un lapsus. Au lieu de dire « je tire les leçons », il a dit « je donne la leçon ». Alors ça, vraiment, il est vraiment mal placé pour donner la leçon. Et ce qui a été pathétique, c'est que d'après les sondages, on voit que dès qu'il apparaît à l'écran, les gens disparaissent. Les gens disparaissent. Donc là, l'ancien monde vacille. Il y a quand même quelque chose de saisissant. Les gens ne sont peut-être pas satisfaits de M. Macron. On voit bien que la France reste très fragmentée, très divisée, avec des réactions vindicatives ici et là. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas le retour en arrière qu'attendent les Français, d'aucune façon. Quel que soit le fond, les commentaires disent de toute façon c'était trop tôt. Vous êtes d'accord, Brice Couturier ? À peine un an. Trop tard et trop tôt. C'est surtout que, c'est à contre-temps, puisqu'en fait, il s'en prend à Macron, mais ce n'est pas Macron qui a empêché Hollande de gouverner, c'est les frondeurs, ces espèces de mines que Martine Aubry avait disposées sur le chemin des réformes que Hollande voulait mener à bout. Et maintenant, il s'en prend à Macron parce que Macron, lui, réussit. Mais il devrait plutôt s'en prendre aux frondeurs et à Martine Aubry. Il s'en prend elle aussi, elle a réagi. Elle a réagi. Donc tout le monde en prend. Il me semble que dans le livre, justement, il souhaite que Macron réussisse, il l'écrit noir sur blanc. Oui, mais il est partagé parce qu'il voit aussi en Macron quelqu'un qui l'a fabriqué, ou qui l'a aidé à éclore peut-être, et qui est son héritier sur bien des plans, sur la politique européenne, sur les réformes. Voilà, donc il c'est difficile de jouer sur les deux tableaux, de dire à la fois c'est ma créature et... Nadia Depil nous dit Hollande critique, mais il est resté aux 5 ans au gouvernement, il nous a bien coulé déjà le pays. Que vient-il faire encore sinon que d'allumer le feu sur le grill ?
Oui, sur le côté timing, trop tôt, c'est peut-être trop tard aussi. Finalement, c'est le contraire de la chanson, c'est ni trop tôt ni trop tard, c'est à la fois trop tôt et trop tard. Et sur quand même le fond, c'est-à-dire si la France va mieux, c'est un peu grâce à moi aussi. C'est totalement inaudible pour vous ? Non, pas du tout. Moi, tout au long de ces années, quand je faisais des interventions, je n'étais pas en responsabilité politique, mais j'intervenais à France Culture notamment, et j'ai toujours soutenu toutes les lois positives, la loi Macron, l'ensemble des mesures, le pacte de responsabilité. Le problème de Hollande, c'était son propre parasitisme. Il se parasitait lui-même. Le symbole du hollandisme, c'est le complexe de Leonarda. C'est-à-dire, je ne sais pas si je dois soutenir ou ne pas soutenir Leonarda, et je finis par faire une synthèse complètement aberrante. On ne pouvait pas, il fallait qu'il assume. Alors, électoralement, il ne voulait pas assumer le virage socio-libéral ou social-démocrate, plutôt socio-libéral, qu'il devait faire. Électoralement, ça a été désastreux. Il aurait dû l'assumer, il aurait dû s'affronter clairement sur le fond aux frondeurs en disant voilà, vous ne pouvez pas continuer à dire ce que vous dites, rien ne marche. Il n'a pas fait ça et il a mené une politique de double jeu. Ce qui a été pathétique, c'est l'Allemagne. En Allemagne, il disait je respecte, je passe en dessous des 3%, etc. Et il revenait, ça a été très clairement dit dans le livre précédent, il revenait en disant on a dit ça aux Allemands, on s'en fout. Et ça nous a affaiblis, ça nous affaiblit encore sur le plan européen. Les Allemands se méfient de nous, à juste titre, parce qu'ils se demandent si nous allons être plus fiables. Car on n'a jamais été très bons, mais on a toujours été sincères, on a toujours joué carte sur table. Et là, pour la première fois, on a mené une politique de double jeu qui, à mon avis, a beaucoup, beaucoup nui à notre crédibilité européenne. Soleil Forever s'interroge, ne dit-on pas, il n'a toujours pas fait son deuil. Et Mac Abronito, en fait, en s'opposant à Macron, François Hollande crée du soutien à se demander s'il ne roule pas pour Emmanuel Macron. Alors c'est une interprétation qu'on laisse à notre internaute. C'est lacanien. C'est très compliqué. En tout cas, la synthèse Leonarda, on retiendra ce terme. Merci beaucoup à tous les quatre. Rendez-vous demain pour un nouveau point de vue. Merci.